الله الحمد. Client ou pas? Oui, oui, client, oui. Sinon Elvis, Comment est la boulangerie? bien. Enfin. Ouais, ben lundi, un bon week-end, hein? Comme chaque matin, Souhaili Oumouri parcourt les 2 derniers kilomètres qui le séparent de son lieu de travail, qui culmine à 2200 mètres d'altitude. Il est responsable de la sécurité et de la logistique à l'Observatoire du Maïdo. Bonjour, monsieur, dame, je peux vous aider? Le point de vue. Le point de vue, c'est pas ici, hein. Non, c'est pas le point de vue. Mais on a vu ça, on voulait voir. Ici, c'est un site atmosphérique. C'est là où sont réservés, où les scientifiques qui viennent faire des recherches de l'atmosphère. Comme c'est écrit sur... Station d'observation de l'atmosphère du Maïdo. Ouais, on observe l'atmosphère. On a des scientifiques, des chercheurs qui envoient le laser entre 19h et 1h du matin. Si vous êtes dans le bas du côté de Saint-Paul, Ah, vous c'est ça que voyez... j'entends à la radio, là. Oui, Les lasers qui tournent, les gens appellent, il y a un truc de couleur dans le ciel. ouais, je sais pas. vert ou bleu. Vert, voilà. c'est ça. J'entends C'est nous, souvent ça. c'est nous qui le faisons, nos scientifiques et nos techniciens. À 19h, ils envoient Ah, ben j'entends. Ben, je jusqu'à saurais 1h du pas, matin. c'est quoi. Ouais, c'est nous, c'est ici. Ah, bon, d'accord. Voilà. Allez, bonne journée. Merci, bonne continuation. Bravo, bonne continuation à vous. Alors moi, à la base, je suis ingénieur télécom et je travaillais pour une multinationale américaine dans la finance, à la défense, à Paris.
J'ai fait ça pendant 1 an et demi et puis ils m'ont envoyé en mission à La Réunion pendant 6 mois. Grave erreur parce qu'en fait je suis jamais revenu. J'ai décidé de rester à La Réunion parce que 6 mois c'est juste le temps qu'il faut pour avoir envie de rester. J'ai lâché mon appart à Paris et puis j'ai repris mes études ici en physique de l'atmosphère parce que c'était important pour moi de faire un truc utile à la société. Et puis ensuite j'ai passé les concours et j'ai eu un poste ici à La Réunion en tant que responsable scientifique de l'OPAR. L'observatoire du Maïdo il a été inauguré fin 2012 et les opérations ont commencé pratiquement tout de suite. Et moi je suis arrivé en septembre 2013. Il y avait beaucoup de choses à faire pour révéler tout son potentiel et le faire intégrer les différents réseaux, avoir les différents labels, rentrer dans les infrastructures, développer des collaborations. Donc ça c'était vraiment l'enjeu majeur lorsque je suis arrivé. Et je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Alors c'est un travail d'équipe, hein. On est nombreux hein, sur ce chantier. Et on a eu pas mal de succès depuis 8 ans maintenant. Donc je suis assez satisfait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a construit ce bâtiment en haut du Piton Maïdo plutôt que d'aller se mettre, je sais pas moi, à l'Ermitage, au bord du lagon? On aurait été bien aussi là-bas. Hein. Bon, bah ça c'est pour des raisons scientifiques. Hein. L'idée c'est d'être au-dessus de la couche limite. La couche limite c'est la couche la plus polluée de l'atmosphère. C'est là où on trouve par exemple les sels marins, où on trouve le plus de vapeur d'eau, c'est là où il y a les nuages, c'est là où l'activité humaine se concentre. Et pendant la journée, elle fait à peu près 3-4 km d'épaisseur. Et pendant la nuit, vu que l'air se refroidit, la couche limite s'effondre et elle descend à peu près à 800 mètres, 1 km. Donc pendant la nuit, on est au-dessus de la couche limite et pendant la journée, on est dans la couche limite. Ce qui fait que l'observatoire, il a 2 intérêts. Il a un intérêt pendant la journée où on va pouvoir récupérer les masses d'air qui proviennent de la Réunion, c'est-à-dire une échelle très locale, qui peuvent provenir de l'océan, qui passent au-dessus de la ville de Saint-Paul, au-dessus des forêts de Tamarin, et qui nous arrivent là, et on va pouvoir étudier certains processus. Pendant la nuit, la couche limite s'effondre, et là, on va échantillonner des masses d'air qui ont une représentativité beaucoup plus régionale, beaucoup plus à grande échelle. Notre objectif, c'est d'améliorer la connaissance qu'on a de notre atmosphère. Observer pour comprendre, comprendre pour prévoir, prévoir pour survivre. On a besoin d'observations pour améliorer notre compréhension des processus physiques et chimiques qui ont lieu dans notre atmosphère parce qu'on ne comprend pas encore tout. Et on a besoin de mieux comprendre pour pouvoir mieux anticiper l'évolution du climat dans le contexte du changement climatique. L'idée, c'est de savoir où on va et à quelle vitesse. Quel va être le climat dans 50, 100 ans. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de prévoir? Tout simplement pour survivre. On peut se demander si les Maldives ne vont pas disparaître avec la montée du niveau de la mer. Au Bangladesh, ils se prennent des inondations phénoménales régulièrement. Le Sahel s'étend. Les troupeaux n'ont plus rien à manger. Les gens crèvent de faim. Là, on commence à parler véritablement de survie. Là, on est sur la terrasse technique de l'Observatoire du Maïdo. Il y a 17 instruments ici qui analysent une foultitude de choses. La composition de l'air, le rayonnement, le profil d'aérosol et dioxyde d'azote, le mercure. Une partie des observations qu'on fait ici, ça permet justement d'étudier les processus qui sont en jeu dans la formation des nuages. Et ces nuages, en fait, ils ont une importance capitale pour l'étude du climat parce qu'ils vont avoir un effet refroidissant ou réchauffant sur l'atmosphère. Alors un nuage, en fait, c'est pas de la vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, on la voit pas, c'est un gaz. Les nuages, c'est des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air, qui se promènent, qui flottent comme ça. Et l'eau, elle a besoin d'un support pour passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et les supports qui sont utilisés, ce sont les particules qui sont émises par l'océan, l'activité humaine, ou les forêts qui émettent des gaz qui se transforment en particules. Et c'est ça qui permet la création des nuages.
crépuscule, il est temps pour Patrick Hernandez, technicien en instrumentation, d'actionner l'un des plus puissants lasers du monde. Là, on a un instrument, il y en a deux des instruments comme ça dans le monde. Il y en a un à l'Observatoire de Haute-Provence, là dans le sud de la France, et puis il y en a un ici à La Réunion. Ce sont des lidars vent qui peuvent mesurer le vent de 5 à... je crois qu'on a battu un record là récemment, on est monté à 70 km d'altitude. Donc c'est assez phénoménal, c'est assez unique même, je pense. J'ai encore un problème avec le laser. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? C'est comme la semaine dernière? C'est ça. En fait, il faut l'optimiser, il faut le faire chauffer, et une fois qu'il est assez chaud, il faut jouer sur les cristaux qui sont à l'intérieur pour optimiser la puissance. Pour que les signaux soient les mieux possibles. On espère même qu'ils puissent s'optimiser automatiquement, c'est l'objectif. Pour éviter d'avoir à tripatouiller avec ses petits doigts boudinés dans le laser. Il est important d'avoir vraiment une optique vraiment clean, de faire en sorte qu'elle soit vraiment très propre, en nettoyant l'optique, en enlevant les poussières, parce que la poussière peut endommager l'optique en elle-même par la suite. Il faut faire vraiment très attention, tout est fragile, même les miroirs sont fragiles. On ne peut pas simplement passer un coup de chiffon sur le miroir, appuyer sur un grain de poussière pour rayer en fait le miroir. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, les enlever bout par bout, puisque celui-ci est assez sale. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut y aller voilà, de façon très minutieuse à chaque fois. Il est très important vraiment d'avoir des systèmes qui soient toujours parfaitement opérationnels. Car un dérèglement ou un mauvais signal, ça va directement entraîner une mauvaise donnée et qui peut induire en erreur par la suite les personnes qui vont travailler sur cette donnée-là, les chercheurs en particulier.
fais de la plongée. Voilà, c'est mon activité favorite ici. Voilà, j'en fais, on va dire, très très régulièrement. Si c'est pas de la plongée bouteille, ça va être de la plongée dans le lagon, donc Palmax Tuba. Bon, ici, il y a une richesse qui permet que même, ne serait-ce que dans le lagon, on peut voir les tortues, on peut voir pas mal de poissons. D'expérience, quand on me demande « toi tu fais quoi dans la vie ?» Quand je dis que je suis chercheuse et que je fais des sciences et tout ça, ah bon, c'est toujours, le premier c'est l'étonnement. On ne s'attend pas à ce que je fasse ça. C'est vrai qu'on a cette idée du chercheur dans son laboratoire avec ses lunettes, son habit et qui fait que ça quoi. Alors que non, un chercheur c'est un être humain qui a des passions, qui a des envies et qui ne fait pas que chercher. J'ai fait donc une licence océanographie à Marseille. Ensuite, je suis partie à Montréal pendant 4 ans. Et là, j'ai fait mon master, enfin ma maîtrise en sciences de l'atmosphère. Donc là, j'ai lâché un petit peu l'océan pour l'atmosphère. Et après, bon, moi, ce qui me manquait à Montréal, c'est la mer. Vraiment, c'est quelque chose qui... Et un peu, je voulais aussi repartir sur un peu l'océano. L'océano me manquait. Et en fait, j'ai trouvé le stage à La Réunion, qui était sur les cyclones tropicaux. Et je me suis dit, allez, vamos, on part pour La Réunion. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais pensé y venir un jour. Et je suis tombée folle amoureuse de l'île. Salut Sylvie. Salut. Ça va? Ça va. Je voulais te voir pour l'article. Ouais. Ça serait bien qu'on regarde un petit peu le plan, si tout est OK. J'étais en train de me connecter justement à Overleaf. Tu veux qu'on regarde? Pour pouvoir soumettre sa thèse, il faut au moins 2 articles. C'est là-dessus qu'on est évalué. Donc il compte combien d'articles on publie par an, par labo. Voilà. C'est un des points d'évaluation des chercheurs, quoi. C'est des articles scientifiques quand même, c'est-à-dire c'est pas le genre d'article que vous allez lire sur votre table de nuit, même moi. Hein. Donc c'est pour partager avec la communauté scientifique. C'est l'idée en fait. Hein. La recherche, c'est de toute façon un partage et voilà, il n'y a pas de... C'est dans notre contrat. On doit, tout ce qu'on trouve, on doit le mettre à disposition. Voilà. Ok, ben on mettrait ces fillons-là et puis un peu l'équivalent pour Erol peut-être. Oui. Ouais, je pense que c'est intéressant de les comparer tous les deux. Ouais. C'est un plaisir de travailler avec Sylvie tous les jours. Mais je pense que pour faire une bonne thèse, il faut un bon encadrement. Il faut faire partie d'une équipe, quoi, dans tout. Bien sûr, c'est mon projet, mais c'est pas que moi, en fait. La recherche, c'est plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet et qui s'entraident pour, au final, faire des bons résultats, quoi. Salut Coquille. Salut Laetitia. Ça va? Ouais, ça va et toi? Écoute, j'ai un souci avec Arom sur une expérience sur le cyclone Idai. Ouais. Il a eu tendance à faire des vents très forts. Est-ce que tu saurais pourquoi? Ouais, c'est un peu... Alors moi, je travaille sur les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Et surtout dans un cadre d'améliorer les prévisions cycloniques. Parce qu'il faut savoir, les cyclones se développent sur l'océan. Et la chaleur de l'océan va être un facteur important au développement et à l'intensification des cyclones. Le but étant vraiment d'améliorer donc les modèles de prévision afin qu'à terme, les prévisionnistes puissent avoir des modèles qui soient le plus rapprochés de la réalité, afin que oui, quand il y a un cyclone qui s'approche de la Réunion, ils aient le temps de lancer une alerte cyclonique pour que les populations puissent avoir le temps d'évacuer et d'être en sécurité. Dans l'Est, pourtant protégé par le relief, des dégâts. Routes barrées, radiers submergés, littoral saccagé, végétation et câbles arrachés. Sillaos et Salazie sont momentanément isolés par des éboulis sur les routes. Même spectacle dans l'ouest de l'île, une mer déchaînée et de l'eau partout.
En fin de journée, ce dimanche 25 février, Gamède s'éloigne vers le nord, mais les pirouettes que le cyclone effectue inquiètent. Il peut encore changer de trajectoire. Dans le contexte de réchauffement climatique, les événements extrêmes tels que les cyclones risquent d'être plus intenses. C'est un risque. Si les océans se réchauffent avec le réchauffement des planètes, forcément, vu que les cyclones s'alimentent avec la chaleur de l'océan, on aura forcément des cyclones qui seront plus forts en intensité. Moi, je ne suis pas de tempérament à avoir peur. Je me dis que j'ai de l'espoir, sinon je ne ferais pas de la recherche, je ne travaillerais pas dans les sciences de l'atmosphère et de l'océan. Et mes enfants, je l'espère, je pense qu'ils verront encore de très belles choses sur notre planète. Et j'espère qu'ils seront aussi là pour prendre soin de ce qu'on leur laissera et de poursuivre le combat après nous, quoi. On a équipé la tortue Kawan qui s'appelle Sylvia d'une balise Argos qui va nous permettre de suivre ses déplacements océaniques. Avec le programme Storm qu'on a avec le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, la tortue va enregistrer des données de son environnement, donc les variations de température, les variations de température en fonction de la profondeur, etc. Et c'est des informations qui vont nous renseigner sur l'évolution de cet environnement marin et qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne cet environnement marin. C'est vraiment un programme où on est gagnant-gagnant. On va amener des informations aux météorologues et aux climatologues. Et puis, nous, on va récupérer des informations sur la biologie de la tortue. Et ça, c'est des tortues qui restent combien de temps à Calédonia? Alors celle-ci, elle est arrivée en novembre. En fait, c'est des tortues c'est des captures accidentelles de palangriers. Donc en fait, qui nous sont ramenées parce que le pêcheur n'a pas pu retirer l'hameçon parce que la tortue l'avait avalé un petit peu trop profond. Donc c'est des tortues qu'on opère pour pouvoir retirer l'hameçon sous anesthésie générale. Et puis après, le temps que ça cicatrise, le temps qu'elle recommence à manger, souvent elle reste entre 1 et 3 mois sans se nourrir parce que c'est encore trop douloureux. On attend qu'elles aient retrouvé leur poids de capture et à ce moment-là, on peut les relâcher. Et on les fait systématiquement parrainer par des enfants des écoles. Donc ça permet d'associer conservation et préservation et sensibilisation. Je pense qu'on va être tranquille en plus. Bon, ça y est, la résine a durci, donc on va pouvoir remonter le niveau du bassin pour qu'elle retrouve un peu son élément. Je pense que ça va lui faire du bien. Puis on la récupérera tout à l'heure quand les enfants seront arrivés. Super. Ouais, je veux bien. Salut toi, à tout à l'heure. Allez, 3. Bon les enfants, vous pouvez vous approcher, par contre vous ne mettez pas la main dans la caisse parce que si elle mord, elle peut faire très mal. Donc je vous présente Sylvia. Donc ça c'est la balise Argos, vous voyez la balise Argos, elle a une antenne. Et donc quand la tortue va arriver en surface, grâce à l'antenne, toutes les informations qui ont été enregistrées par la balise Argos vont être transférées vers les satellites. Et ensuite les satellites ils vont transmettre l'information au centre Argos, CLS Argos qui est à Toulouse. Ça va être enregistré dans une base de données et ensuite, le LACI, donc Laetitia et nous, on pourra récupérer ces informations sur nos ordinateurs. Donc ce qu'on va faire maintenant, les enfants, vous allez vous mettre derrière moi, on va tirer la caisse jusque sur la plage et puis on pourra lui dire au revoir.
a besoin d'être encouragée là. Hein. Sylvia, Sylvia, Sylvia. Ah oui. C'est toujours des moments chargés d'émotions parce que c'est des tortues qu'on a récupérées en mauvais état, qu'on a gardées en soins pendant 6-7 mois. Et de pouvoir les relâcher comme ça, d'abord ça prouve qu'on a bien bossé. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, pour une espèce protégée, voilà, ça fait un spécimen de plus dans la nature qui en plus va nous donner un tas d'informations grâce à la balise qu'elle a sur le dos. Donc ouais, c'est que du bonheur. Ouais. Savoir que cette petite tortue elle a probablement m'a ramené des belles données, pouvoir après valider mes modèles, c'est que du bonheur. Ici, on a des observations de routine. C'est-à-dire que le but du jeu, hein, c'est quoi? C'est de faire des observations de manière très régulière, de manière uniformisée, c'est-à-dire avec toujours le même mode opératoire, pour qu'elle puisse, pour pas qu'il y ait de biais instrumentaux au cours du temps. Et on a aussi une activité de campagne. Les satellites, il faut vérifier qu'ils observent correctement ce qu'ils sont censés observer, parce qu'une fois qu'ils sont dans l'espace, on ne peut pas les tripatouiller, quoi. Et pour ça, on a besoin de points d'observation au sol, de points de référence. Lorsqu'un instrument est envoyé en orbite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'il mesure correctement ce qu'il est censé mesurer. Et pour ça, c'est assez simple, on mesure
la même chose à l'instant où il nous passe au-dessus, avec des observatoires qui sont au sol. Et ensuite, il faut vérifier que l'instrument en orbite ne dérive pas au cours du temps. Et donc, il faut faire régulièrement des observations simultanées au moment où le satellite nous passe au-dessus pour vérifier qu'il mesure la même chose que nous. C'est ce qu'on appelle des opérations de calibration, validation des satellites. 2 fois par jour, les scientifiques coordonnent avec minutie le lâcher de la sonde avec le passage du satellite Aeolus. Je pense qu'il vaut mieux attendre le bon temps et on a une seule sonde qui vole. Alors que si tu en as 2, on risque d'avoir des ennuis. C'est toi ? Si je peux donner mon opinion, je pense qu'il faut lâcher là maintenant, et puis ensuite lâcher dès qu'on peut juste après, quoi. Donc si ça marche bien, on lance pas les deuxièmes ondes. Ok. Si ça marche pas, on a le temps d'en lancer un deuxième. Oui. Mais donc peut-être qu'ils vont mieux le lancer tout de suite pour nous donner plus de manœuvre, de temps de manœuvre après. Ok. Voilà. Bon, ben ok. Alors c'est parti. Ouais. Ils viennent du monde entier pour valider les mesures de leurs satellites. Allez, on se met en position. Aujourd'hui, c'est Sergei Kaikin, chercheur russe, qui profite des installations de l'observatoire. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, Mathieu? C'est bon. Vous pouvez lâcher? Oui, c'est bon. Les enjeux sont importants parce que c'est quand même une des raisons d'être de l'observatoire, c'est Calval Satellite. Et il est nécessaire de vérifier si la technologie novatrice qui est en orbite là actuellement au-dessus de notre tête est digne de confiance pour savoir si on peut, dans des missions spatiales futures, utiliser cette même technique. L'enjeu est de taille. Voilà. Eh bien, nickel. Nickel. Tout à fait. La sonde atteint les 24 km d'altitude. Les données synchronisées arrivent à l'observatoire. Opération réussie. Ça va où? Tu vois, le marché est très animé, hein, surtout à cette heure-là, tu vois. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je me crois être un madame. Ouais. Allô, allô? Bonjour. 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 Allô, Nena, là? Non, 2 euros pièce par kilo, qui est pas. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Je t'avais pas reconnu avec le masque. Ah ouais, mais bonjour, excusez-moi. C'est un étudiant qui vient de Madagascar là. Voilà. Comment il est arrivé ici? Ah bah il est arrivé à la nage parce qu'il n'y a pas d'avion. Il a pu passer, oui. Comment ça va toi? La retraite, Dans ma c'est tête. bon? Ah, putain. Je suis chercheur au LACI et je suis professeur à l'Université de La Réunion. Donc professeur à l'université, c'est un métier où on fait la moitié de notre temps de la recherche et la moitié de notre temps de l'enseignement. Donc on partage équitablement nos activités entre ces deux grands champs.
Enseignant-chercheur, c'est un métier formidable. C'est certainement un des plus beaux métiers du monde, objectivement. On a une mission qui est très importante, c'est aussi le rayonnement et donc le partage. Alors on a bien sûr le partage de toutes les données qu'on acquiert, hein, donc au fur et à mesure de nos recherches. Et toutes ces données sont la plupart du temps en open data et elles sont accessibles aux scientifiques du monde entier pour leurs propres recherches. Hein. Et puis on a également une vocation, je pense, de partage dans notre région d'influence, donc la région de l'océan Indien, pour faire des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants, des échanges de chercheurs, initier dans les universités partenaires, Madagascar, Comores, Seychelles, etc., des collaborations, et en particulier autour du climat. On a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir et qui viennent ici se former à La Réunion et qui ensuite, la plupart du temps, repartent chez eux et ensuite occupent des postes importants, la plupart du temps, dans les pays quand ils retournent, parce qu'ils ont été formés. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui compte, vraiment, qui fait partie des choses les plus importantes de notre métier. Ce qui va être plus fondamental, c'est les variabilités, et c'est là où on va voir si le réservoir tropical augmente ou diminue. Après, oui. Et puis, ça faudra garder en tête qu'on ne peut pas attraper au-delà de 40 degrés. Donc on va garder... Oui, j'entends bien. On continue, on avance, parce que là, t'as bien avancé. Hein, c'est ouais, bien, ouais. Voilà, j'ai un peu traîné. T'as les super résultats, ils sont originaux, c'est des choses que. Voilà, il y a quasiment aucune publi à ma connaissance qui regarde ce genre de choses. Et c'est je pense que ça va être intéressant. Vraiment très intéressant. Ouais. Là, c'est impressionnant hein, d'avoir 70 années de. 70 années de traitement, c'est impressionnant, hein, vraiment. Ok, bah je continue. Bah ça marche. Je te fais mon texte tout ça. Passe me voir quand tu veux. Ça marche. À plus tard. Salut. La formation par la recherche, c'est enrichissant pour l'étudiant, pour nous aussi, parce qu'ils font des travaux passionnants, bien sûr qu'on leur a donné, hein, qu'on leur a proposé, mais du coup ils y mettent tout leur cœur, et puis nous aussi on essaye de les guider pour qu'ils aillent le plus loin possible dans ces travaux de recherche. Et là, typiquement, sur un étudiant comme ça, des résultats nouveaux, des choses formidables, parce que voilà, qui sont nouvelles. On est content pour lui et puis on espère qu'il va pouvoir bien finaliser son travail, peut-être publier derrière, parce que vraiment il a un travail très original. C'est un peu une passion, la recherche, donc il faut que ça soit vécu comme tel par les étudiants, donc il faut qu'on leur donne ce goût de la recherche, cette passion de la recherche. Pour ça, il faut les amener sur le chemin. Souvent c'est pas naturel, on se trouve par rapport devant un sujet et puis ce sujet, il paraît bien opaque au départ, donc il faut les guider pour aller trouver la bonne voie à travers le sujet pour arriver au bout et puis finalement avoir des résultats, et c'est là que tout prend son sens en fait. Jean-Marcel Rivonirina effectue son stage de fin d'études à l'Université de La Réunion. Non, comme d'autres avant lui venus du Brésil, du Maroc ou encore des Comores. Son sujet, l'impact de la couverture nuageuse sur le rayonnement solaire. Il y en a deux. Ouais. On tourne à gauche là. C'est là ? Ouais, c'est par là. Tu vas aller au fond. Donc c'est celle-là que tu as utilisée pour... Ah, c'est juste là. Ouais, c'est pour tes études. Voilà. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'elle est installée là. 3 ans. Ah mince, t'as vu, regarde, elle est un peu sale, hein. T'as vu le bout d'entrée un peu sale. Donc demain on la prendra, on la démontera, on va l'amener au labo. On la nettoiera entièrement parce que le hublot là, toi, ça peut induire des problèmes de traitement. On en a une autre là-bas aussi, mais celle-là elle est en attente d'être installée sur site. Elle ira aux Seychelles. Les premières problématiques qui étaient liées à l'atmosphère, qui ont touché un peu le grand public, c'était la couche d'ozone, hein, le trou dans la couche d'ozone. Quand j'étais petit, on parlait que de ça. La problématique de la couche d'ozone a été en partie résolue, sauf chez nous, sauf ici aux tropiques. Alors c'est un vrai problème de santé publique. Pourquoi ? Parce que l'ozone c'est un filtre de rayonnement UV. C'est ce qui nous protège au niveau du sol de ces fameux rayonnements UV qui sont nocifs à la vie, qui détruisent l'ADN. Ces rayonnements UV vont augmenter ici, par exemple à La Réunion, mais dans tous les tropiques sud en particulier, ça va augmenter. Ça induit des risques accrus sur la santé des populations, donc en particulier sur les cancers de la peau, en particulier, pas que, hein, les problèmes de cataracte, de vieillissement de la peau, enfin beaucoup de choses qui sont induites par ces rayonnements UV. Et donc c'est ça qu'on va essayer de bien comprendre, d'une part, et de bien estimer dans l'avenir, dans les horizons climatiques à la fin du siècle, par exemple.
fait, t'as fini ton étude que tu devais refaire? Eh bien, on est en cours. Ça se termine en septembre. D'accord. Et donc là, on prend tous les cancers de la peau sur l'île de la Réunion sur une année. Et on est exhaustif vu qu'on a tous les laboratoires d'Anapat qui travaillent avec nous. Donc je te donnerai les chiffres. Ah oui, écoute, je suis tout à fait preneur. C'est vraiment, ça m'intéresse énormément parce que toi, on a besoin de ces chiffres pour étayer toutes nos études. Hein, donc pour nous, c'est vraiment important. Pas de souci, pas de Super. souci. Donc j'ai rencontré Thierry Portafé parce que je me suis intéressée à la question de la prévention solaire et donc qui dit prévention solaire dit UV. J'étais effarée en arrivant à La Réunion il y a une dizaine d'années qu'il y ait aussi peu de prévention solaire. Il n'y en avait pas du tout. Alors par ici, allez-y, installez-vous. Ici, en plein hiver, c'est là qu'on a les mêmes indices d'UV que sur la Côte d'Azur en plein été. On est sans commune mesure. Ici, les indices d'UV s'envolent à 10, 15, 20, donc personne s'en méfie. Ceux qui viennent de métropole, encore moins, parce qu'ils sont sur des pensées d'indices d'UV qui sont du même ordre que la métropole. Et les créoles qui habitent ici s'exposent beaucoup aussi, parce qu'il n'y a pas de prévention. Et puis en plus, les vieilles habitudes qui étaient bonnes, qui étaient la gramoune, donc la grand-mère qui se protège, qui met son chapeau, sa voilette, etc., ça n'existe plus. Ça ne se fait plus. On est dans un lissage des comportements et des mentalités. Et donc les gens se comportent ici comme ils se comportent ailleurs, en particulier en métropole, et s'exposent. Donc à nous maintenant de faire rentrer dans les mentalités des nouveaux comportements. Bonjour les enfants. Alors moi je m'appelle Émilie et je suis là aujourd'hui avec vous pour parler du soleil et on va voir comment se protéger du soleil et pourquoi c'est essentiel de s'en protéger à La Réunion. Et moi, je m'appelle Nathalie. J'ai créé avec d'autres collègues dermatologues et ophtalmologues l'association Mission Soleil Réunion il y a quelques années de ça parce qu'on s'est dit qu'on reçoit énormément de soleil ici et on ne protège pas du tout assez bien notre peau et nos yeux. Et après, quand on devient grand, eh ben, on a pas mal de maladies. Et donc, on a envie que vous le sachiez le plus tôt possible pour après mieux vous protéger et que vous, ça ne vous arrive pas. On a créé l'association en 2017 et on œuvre là dans un quart des écoles de l'île. On espère toutes les avoir. C'est ce que l'OMS préconisait, donc de commencer par les plus jeunes pour vraiment changer durablement la mentalité. Et dès le plus jeune âge, c'est là où ça marche le mieux, dans l'enceinte de l'école, parce que c'est là où la pédagogie se fait. Puis nous, on souhaite toucher l'ensemble de la Réunion, et en particulier tous les sportifs, ceux qui vont à la plage, les zones balnéaires, etc. C'est toi qui fais. Allez, encore. On remplit. Allez, tu remplis. Je suis née à Sainte-Clotilde et j'ai grandi à Saint-Denis. La famille de mon père vient de la plaine des Palmistes. D'ailleurs, au bras des Calumets, il y a une petite rue qui s'appelle la rue Émile Évon, qui est mon arrière-arrière-grand-père. Maman va faire un château. Regarde. Voilà, c'est bien. Encore un petit peu. C'est dur à croire, mais mon grand-père est noir. Oh, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est le mélange intéressant de la Réunion. Du côté de ma mère, mon grand-père était chinois. Dans mes oncles et mes tantes et mes cousins, mes cousines, je veux dire, des fois on se ressemble pas du tout, mais on est cousins. Enfin, cousins au premier degré. Enfin, je suis très fière de mes origines diverses. Tu viens? On va toucher l'eau? Non? Ah, je te porte? Mais tu veux pas marcher?
Daou. Ah. Daou. Daou. Caillou. J'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise ici. J'ai commencé à travailler après ma thèse aux États-Unis. Et j'avais l'opportunité soit de rester là-bas. Et Jérôme, lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était dans son poste. Et donc, soit on prenait la green card et on restait aux États-Unis, ou soit on rentrait. On va chercher un caillou pour faire un ricochet. Ah, regarde, on va essayer avec celui-là. Quand j'appelais à Noël, les quelques Noëls où j'ai pas passé ici, et que j'appelais et que j'entendais toute la famille qui était réunie, moi, ça me mettait le cafard. Et donc, je voulais rentrer. Si je voulais avoir une famille, je voulais l'avoir ici, quoi. La Réunion, c'est pas les plages, c'est pas les montagnes, c'est la famille, je trouve. Et je pense que tous les Réunionnais, quand ils ont le mal du pays, ils ont avant tout le mal de la famille. Stéphanie se rend aux abords de l'aéroport de Saint-Denis pour réaliser un nouveau lâcher de ballon. Une opération qui lui permet de compléter une série de mesures qui durent depuis plus de 30 ans, avec comme objectif de mieux connaître l'évolution de la composition de la haute atmosphère. On dirait que les conditions sont bonnes, il n'y a pas trop de vent, il ne pleut pas, donc on va pouvoir lancer comme il était prévu à 14h30. Le mouvement des masses d'air sur Terre fait que tout ce qui va rentrer en stratosphère doit passer par les tropiques, et notamment doit passer par la haute atmosphère aux tropiques. Et donc nous, à La Réunion, on est situé pile poil à la porte d'entrée. Nous, notre rôle ici, c'est de fournir à la fois des mesures de qualité pour suivre les tendances climatiques dans le temps, les tendances de différents gaz de l'atmosphère, mais aussi d'avoir des valeurs de référence sur lesquelles les satellites vont pouvoir venir se caler. Donc ça, c'est vraiment l'instrument qui va mesurer la concentration d'ozone. Donc là, tu as un petit tube qui vient prélever l'air. Donc là, ce que tu entends, c'est une pompe qui vient aspirer en fait l'air ambiant. Et en fait, l'ozone est mesuré par un principe de réaction chimique. Donc l'ozone va réagir avec une solution qui est à l'intérieur, qui va produire un courant. Et en fait, le courant que tu mesures est proportionnel en fait à la concentration d'ozone dans l'atmosphère. La sonde ozone est reliée à une sonde de météorologie classique qu'on voit ici, là, qui est le petit boîtier sur le côté, qui va retransmettre les données au sol par signal radio. Tu es prêt ? Derrière la recherche climatique se cache aussi toute une communauté qui travaille ensemble pour mieux comprendre ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver. Nous, égoïstement, de notre vivant, on ne sera peut-être pas affectés, mais c'est sûr que nos enfants et nos petits-enfants, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, pourront dire bon ben, qu'est-ce qu'on a fait pour hériter de ce monde-là, quoi. Et un de nos objectifs aussi, c'est de changer les choses là, maintenant, parce que c'est là que ça se passe, et pas d'attendre dans 10 ans, dans 20 ans, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, c'est déjà trop tard. Une fois que nous, les scientifiques, on apporte des éléments de compréhension et qu'on peut aussi apporter des pistes par rapport aux changements qu'on pourrait amener dans notre façon de vivre et de voir et de concevoir la société, ensuite c'est au pouvoir politique de prendre des décisions courageuses, de manière à infléchir le cours des choses.